Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, manager en mode start-up. On en parle avec Xavier Pinon, cofondateur de Selectra. Ça a démarré comme une start-up et il y a 1600 collaborateurs aujourd'hui. On fera le point justement sur ce type de management. Les entreprises s'engagent avec Florence Covey, DRH de Sanofi. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien pour parler de ces fameux métiers de demain, les métiers de 2030. Bah oui, les parents s'inquiètent, s'interrogent sur quel métier offrir, proposer à mes enfants. Dans quel secteur ces métiers vont émerger? On va en parler avec Jean-Christophe Sibéras. Il est le président du comité d'orientation du groupe prospectif des métiers et qualifications justement de ces métiers de demain. Il a contribué à ce rapport du groupe prospectif. On va tout savoir dans quelques instants avec Jean-Christophe Sibéras. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, génération Covid, quel rapport à l'emploi? On en parlera avec Jérémy Lamry, le CEO de Job Teaser, avec une étude très détaillée sur le rapport des jeunes à leur orientation et à leur choix de carrière. On fera le point et ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on va parler du management en mode start-up. Xavier Pinon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes cofondateur de Selectra. Alors, votre histoire est assez dingue. Vous la racontez d'ailleurs dans l'ouvrage qu'on va présenter tout de suite. Guide du management en mode start-up, Xavier Pinon, édition Baudelaire. Et vous racontez que tout ça a démarré en 2007 dans un dîner avec un ami. Vous lui dites, tiens, et si on montait une boîte 15 ans plus tard, vous démarrez donc à deux. Vous êtes 15 ans plus tard à la tête d'une entreprise de 1600 salariés implantés un peu partout dans le monde, notamment en Espagne, en Italie, en Europe, au Mexique, je crois, et bientôt en Amérique du Sud. C'est quoi le management au départ en mode start-up? Tout ça doit vous paraître très loin, ou vous êtes resté celui que vous étiez en 2007, c'est-à-dire dans l'esprit, dans la façon de regarder l'entreprise et de l'organiser? Alors, bien sûr, tout cela a beaucoup évolué, puisque au tout début, on est tout seul, donc on doit tout faire. Donc, ce qu'il faut apprendre au fur et à mesure de la croissance, c'est à déléguer et à s'appuyer sur des personnes en qui on a confiance pour pouvoir faire son travail à sa place. Et puis, la confiance, ça, pour le coup, exclut le contrôle, je pense, au bout d'un moment. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé une personne sur laquelle on pouvait vraiment s'appuyer, il faut lui laisser les manettes et lui faire sentir vraiment la liberté totale de déployer ses talents et avec sa personnalité et son style propre sur son périmètre d'activité. Donc, c'est tout ce chemin que je raconte aussi dans ce livre. C'est comment on fait pour passer de 0 à 1600 personnes, tout en préservant sa vie personnelle et en préservant aussi une bonne ambiance de travail au sein des équipes. Alors vous êtes une pépite, il faut le dire, de la French Tech. Vous développez, vous implantez. Ça a démarré par des comparateurs d'énergie, ça c'est votre cœur de métier. Puis ensuite vous êtes aperçu finalement que les personnes que vous aviez au bout du fil, que vos commerciaux qui répondaient, mais ils avaient besoin de l'installation d'Internet, qui voulaient aussi gérer l'assurance. Bref, quand on s'installe, on a 1000 choses à faire. Et vous avez élargi votre spectre. Est-ce que vous avez le sentiment 15 ans après, vous aviez 19 ans, je crois, à l'époque. Tout à fait, 19 et 20 ans avec mon associé. Ouais. Vous êtes jeune. Est-ce que vous dites, je m'en suis pas si mal tiré, pas uniquement sur les résultats et les chiffres et de collaborateurs et de votre réussite professionnelle, mais sur la manière dont finalement, votre attitude, la manière dont vous avez géré les hommes? Alors, je pense qu'il y a eu plein d'erreurs, au contraire. Donc, quand je reviens en arrière, je me dis plutôt, mince, j'ai été nul à ce moment-là. Et en fait, on le réalise parfois sur le coup, mais aussi parfois à distance. Alors on le réalise sur le coup, par exemple, je me souviens très bien, un jour au début, j'essayais de former un collaborateur à prendre des appels. C'était à la rentrée scolaire, là où il y a le plus de monde. Et je lui mettais beaucoup de pression parce que moi, ça me semblait facile, alors que j'avais fait ça pendant 3 mois moi-même avant. Et puis il est parti et il a envoyé un SMS en disant « Vous êtes peut-être intelligent, mais vous êtes un gros con ». Comme ça. Voilà. Et je me suis... Parce que vous étiez empressé, parce que vous mettiez la pression, parce qu'il fallait faire du chiffre, quoi. Tout à fait. Donc c'est le stress qui fait sortir un mauvais aspect de la personnalité. Et donc bien sûr, des erreurs comme ça, il y en a eu énormément. Et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser pour ensuite essayer de s'améliorer. Mais quand on écoute des patrons de start-up, c'est votre cas, ils disent finalement ça va tellement vite, on grossit tellement vite qu'on n'arrive finalement plus trop à gérer. Ça va presque trop vite pour nous. Et c'est parfois là que les accidents arrivent. Et vous avez eu un moment comme ça dans votre croissance où vous vous êtes dit, je suis en train de perdre le contrôle? Je dirais qu'au fur et à mesure, il y a toujours un moment où il y a un département où on se dit, mince, là, ça va plus trop, il faut essayer de
dresser un plan d'action pour essayer de le remettre sous contrôle. Mais on n'a jamais eu un moment où tout était hors de contrôle. Donc je pense que si on a toujours 2-3 piliers qui sont stables, on a les moyens et le temps de s'attaquer aux piliers qui manquent pour faire en sorte de retrouver de la stabilité. Et puis entre-temps, il y en aura un autre qui sera plus en difficulté et le cycle repartira ainsi et c'est normal. Quand j'ai essayé de m'intéresser à votre entreprise, je vous ai dit, mais il y a un conseil d'administration, enfin tout ce qu'on connaît et que vous connaissez. Vous me dites, non, on est en mode très souple. C'est finalement ça aussi, le management et la vie d'une entreprise en mode start-up. C'est-à-dire que ça reste très souple. Très liquide, comme on dit. Oui, je pense que ça contribue à l'agilité de l'entreprise, de ne pas trop structurer la gouvernance avec des échelons différents et de laisser beaucoup de liberté aux collaborateurs. Et je pense que notre organisation, qui fait qu'en fait on est 2 personnes, toujours à 50%, 50%. Vous êtes restés les 2 actionnaires, hein. Voilà, on est les 2 seuls actionnaires de l'entreprise avec mon associé initial. Et tout cela permet de nous dégager du temps pour l'opérationnel et d'être plus présent peut-être aux côtés des équipes que quand on a des gros problèmes de gestion des investisseurs, de levée de fonds, tout ce qui prend du temps mais qui n'est pas du développement de l'entreprise finalement. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on a souvent avec des chefs d'entreprise hors télé. Ils vous racontent, je me suis associé, je pensais que c'était mon meilleur ami et puis l'idée était géniale mais ça ne l'a pas fait. Finalement, j'ai non seulement perdu mon entreprise mais j'ai aussi perdu un ami. Ça vous fait sourire mais vous êtes toujours dans l'aventure tous les deux. C'est compliqué ça aussi à gérer la relation des 2 associés ? Alors, ça a été assez simple dans notre cas. Je pense qu'on a eu 2 personnalités calmes, qui ne cherchent pas particulièrement d'ennui, donc on est vraiment dans la culture du compromis. Et du coup, il n'y a pas eu, je crois, un seul sujet de vraie dispute entre nous tout au long de ces années. Donc c'est vrai qu'on a eu de la chance dans le fait que cette association se passe pour le mieux très bien depuis longtemps et que chacun fasse confiance à l'autre sur son domaine de spécialité. Alors, on est dans une actualité liée aux pénuries d'emploi, de main-d'œuvre, d'entreprises qui vous disent moi, je suis vraiment à la recherche, j'accélère, ce qui est d'ailleurs aussi votre cas, j'imagine, mais on ne trouve pas, je suis face à une génération finalement. Vous vous y retrouvez dans cette génération qu'on appelle la Z ou les millenniums? Vous êtes toujours en phase avec eux ou vous sentez vous aussi que vous avez vieilli finalement? Bien sûr, moi j'ai 35 ans, donc je ne suis plus tout à fait dans les mêmes générations que les jeunes d'aujourd'hui qui sortent d'école ou d'études entre 20 et 25 ans, disons. Que vous recrutez, j'imagine. Que nous recrutons évidemment beaucoup. Et effectivement, je vois bien qu'il y a un décalage qui s'instaure progressivement et c'est un défi permanent de rester à la page pour savoir quelles sont les attentes, comment y répondre et puis garder la confiance en fait de ces nouvelles générations qui ont d'autres façons de penser. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous adapter, même si quand le jeune arrive, il s'est renseigné sur Selectra, il se dit c'est un peu une start-up, c'est cool, c'est fun, ça reste une entreprise, donc il faut quand même que ça matche quand même entre vous et cette nouvelle génération. Oui, tout à fait. Donc il y a un vrai travail, c'est fou d'ailleurs qu'on se dise qu'à 10 ans d'écart par exemple, les mentalités évoluent à ce point, vous le ressentez. les attentes évoluent à ce point, tout à fait, je vous confirme que je le ressens comme tel. Un mot sur le management, on pointe du doigt aujourd'hui à la fois une grande fatigue des managers et puis entre ce télétravail que vous utilisez, c'est un outil que vous utilisez, des managers qui sont un peu perdus entre l'autoritarisme, l'idée de déléguer. Comment vous faites passer ce message? C'était le début de notre échange. Vous avez dit l'essentiel, c'est de déléguer. Vous en avez des managers parfois un peu autoritaires. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, en l'occurrence, si j'ai écrit ce livre, c'est en partie pour eux. Pour aider à diffuser et à définir, à mettre le doigt sur une culture d'entreprise telle qu'on s'est collectivement définie jusqu'à aujourd'hui et telle qu'on essaye d'être, puisque c'est un chemin qu'on trace, mais c'est évidemment pas qui on est aujourd'hui, c'est un chemin vers un idéal, on va dire, qu'on essaye de mettre en place à tous les échelons d'entreprise. Et donc, au sein des formations, notre idée, c'est de diffuser cette culture d'entreprise et puis de donner des exemples, des outils qui sont donnés dans ce livre pour pouvoir se perfectionner. Il nous reste un tout petit peu de temps, Xavier. C'est quoi la culture d'entreprise que vous avez envie de transmettre et qui pourrait être un peu discordante avec ce qu'on entend un peu partout? Alors, on a plusieurs, on va dire, différenciations. Par exemple, on déteste tout ce qui peut ressembler à la réunionnite. Les gens passent leur vie en réunion entre 9h et 18h et travaillent après. Donc comment tuer toute la réunionnite, c'est l'un des sujets du livre notamment qui me tient beaucoup à cœur. Tout ce qui est placardisation également, puisqu'on n'ose pas vraiment dire les choses en face à des gens, du coup on les met dans un coin et puis on attend que ça se passe. C'est l'enfer. Et c'est l'enfer pour tout le monde. Donc comment est-ce qu'on peut faire des feedbacks francs, positifs, et aussi quand il faut mettre un terme à un contrat de travail, comment est-ce qu'on s'y prend et pourquoi est-ce que ça peut être une source finalement de positivité pour les deux parties. Vous réussissez ça à le faire, c'est-à-dire à rendre positif quelque chose qui d'abord est plutôt négatif quand on commence à expliquer à quelqu'un qu'il va falloir qu'on se sépare? En fait, souvent ça vient révéler un malaise de part et d'autre. Donc il y a une souffrance des deux côtés.
Et donc, c'est deux personnes qui se regardent en chien de faïence, le manager et son collaborateur, sans jamais trop oser se dire les choses. Sans percer l'abcès. Tout à fait. Et en fait, pour aller de l'avant, il faut sortir de cette situation. Et sortir de cette situation, ça peut souvent être simplement en parler, et ça peut suffire, ou ça peut être passer à autre chose. Et souvent, lorsque le collaborateur peut trouver facilement du travail ailleurs, c'est pas toujours un pas qui est si difficile que ça à franchir pour lui. Et pour vous, c'est pas non plus une partie de plaisir. Il faut quand même le reconnaître. C'est pas la partie la plus pour le formidable manager, du travail. Évidemment, c'est un gros problème oui. d'adresser le feedback négatif, toutes ces questions de rupture de contrat, de négociation salariale. Donc effectivement, il y a un travail à faire sur soi pour prendre conscience de l'importance de ces sujets et de ne pas avoir la lâcheté de passer à côté et d'essayer d'enterrer les problèmes et de faire la politique de l'autruche. Vous m'avez parlé de progressisme, d'équilibre, vous ne cherchez pas d'histoire, mais est-ce que quand même Xavier Pinon, à l'aune de ces 15 années passées dans cette entreprise que vous avez fondée, vous dites, j'en tire une petite fierté, j'ai réussi quand même à aller au bout de cette histoire, et pas tout à fait, parce que vous poursuivez la... Est-ce que vous êtes fier de vous ? C'est pas comme ça que je le vis en tout cas. Même si il y a des éléments objectifs qui font qu'il y a eu quelque chose qui a été construit. Quand même. Je suis content qu'il y ait une construction. Ça, c'est quelque chose vous faites vivre d'important pour moi. Une communauté. Mais je le vis plus comme un chemin et comme un rôle qui m'est tombé dessus aussi dans la répartition des rôles générales que comme un objet de fierté. Merci Xavier Pinon. Ce livre, parce que la réunionite, on en a beaucoup parlé, notamment dans le livre de Smart Job, vous y revenez dans le guide du management en mode start-up, édition Baudelaire, la réunion, et puis des conseils pratiques de celui qui a vécu le mode start-up réellement, et qui aujourd'hui dirige Selectra avec son associé, qui n'a pas bougé, faut-il le préciser, sans levée de fonds, hein, c'est important de le dire. Voilà, tout à fait. Sans levée de fonds. Oui, tout à fait. On a fait une petite levée de fonds pour acheter un concurrent avec des proches et on a racheté les parts de ses proches quelques années plus tard. Entreprise donc de la French Tech, 100% French Tech, Origine France Garantie. Tout à fait. C'est parce qu'il y a le débat des services dans Origine France Garantie, il faut le préciser, avec notamment Gilles Attaf. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes à la tête de Selectra, 1600 collaborateurs et des recrutements, je crois. Tout à fait, on recrute beaucoup, des commerciaux, puis bien sûr plein de postes de cadres différents. J'en ai vu 78 la dernière fois que j'ai regardé le site internet. Bon, Selectra. 78, allez sur le site. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, ce sont les entreprises qui s'engagent. On va rester dans l'esprit et on accueille la DRH de Sanofi qui recrute des jeunes notamment. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution, des entreprises qui s'engagent, vous l'aurez compris, pour l'emploi, mais aussi pour l'emploi des jeunes. Et on en parle avec Florence Covey. Bonjour Florence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes DRH de Sanofi France. On l'aura compris, c'est un groupe évidemment mondial, acteur majeur de la santé. 20 000 collaborateurs, vous m'arrêtez si je me trompe dans les chiffres, dont un quart des emplois directs de l'industrie pharmaceutique française. Vous êtes venu nous parler, parce que vous êtes la DRH, alors évidemment vous parlez d'emploi, de recrutement, et on va en parler. Vous êtes engagé sur ces questions d'emploi des jeunes. D'abord, un petit mot, parce que c'est toujours intéressant, avant de trouver le traitement, là je m'adresse à un laboratoire pharmaceutique, évidemment je ne peux pas me tromper, mais pour avoir le bon traitement, il faut avoir fait un bon diagnostic. Vous avez fait ce sondage, Mosaïque RH, qui vient souvent chez nous, le CSA et vous, et on découvre que dans les 3 métiers que les jeunes ne sont pas très motivés, il y a l'armée et il y a l'industrie pharmaceutique. J'imagine que cette base de départ, vous vous êtes dit, voilà, il faut réagir, il faut parler, c'est bien cela. C'est exactement ça. Bonjour et encore merci pour votre invitation. En fait, effectivement, juste en quelques mots quand même, Sanofi, parce qu'on en entend souvent parler, mais c'est 100 000 collaborateurs dans le monde, dont un quart des effectifs en France. Et en France, on est sur plus de 30 sites, donc on couvre vraiment l'ensemble de la métropole, avec de très nombreuses usines. On a plus d'une vingtaine d'usines, donc on est très présent sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans la production, mais aussi bien entendu dans la recherche, le commercial et toutes les fonctions support. Effectivement, on a fait un sondage au printemps dernier, dans le cadre de notre partenariat avec Un Jeune, une solution, et on a voulu mesurer quels étaient les freins des jeunes par rapport aux entreprises et s'il y avait un phénomène d'autocensure. Et on a été très surpris, d'abord, 70% des jeunes s'auto-censure. Et quand on... C'est quoi, c'est-à-dire qu'ils se donnent des freins. Ils ont des freins soit parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour aller dans les grandes entreprises, qu'ils n'ont pas les bons diplômes. Alors c'est encore accru pour les jeunes femmes et encore accru pour les jeunes qui sont... C'est pas pour moi, c'est trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros, quoi. Je ne peux pas aller dans ces grosses boîtes. Exactement. C'est trop gros. Il va falloir que je sois surdiplômée. Je ne vais pas savoir. J'ai pas les bonnes qualifications. Et alors, effectivement, en fait, il y a 3 secteurs où on retrouve ce phénomène. L'armée.
Alors, on peut imaginer peut-être un peu plus quelles sont les réticences, le BTP, mais également la santé. Alors, ce n'était pas le secteur pharmaceutique, c'était la santé. C'est plus large. Dont on fait bien évidemment partie. Et ça nous a interpellés. Juste une question avant de rentrer dans les détails de vos actions, parce qu'évidemment, ensuite, vous déclinez un traitement, donc des actions RH, on va en parler. C'est quoi les appréhensions de ces jeunes? Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez diagnostiqué, ça? Oui, alors on l'a diagnostiqué. Chez vous, dans votre secteur? Dans notre secteur, oui. C'est l'idée qu'on peut se faire d'un groupe pharmaceutique où il va y avoir besoin de diplômes Bac plus 5 et au-delà. Parce qu'on pense aussitôt à la recherche. Alors c'est un fait, dans la recherche, on a besoin de gens extrêmement diplômés, mais y compris en recherche, on va aussi avoir des gens moins diplômés. Et puis on a surtout l'ensemble de nos usines. Je vais vous parler d'une vingtaine d'usines en France. Et là, on est plutôt sur des opérateurs de maintenance, par exemple, des gens en conditionnement. Et on va davantage être sur du Bac plus 2, Bac plus 3. Oui, c'est important de le dire à ceux qui nous regardent. Il y a plusieurs métiers au sein il y a évidemment les métiers de recherche. Vous avez 4100 collaborateurs et scientifiques dans des sites R&D. Alors là, c'est des Bac plus 5, plus 6, plus 7. Ce sont les meilleurs. En tout cas, vous recrutez les meilleurs. Puis il y a toute la partie production. Et là, c'est quoi? C'est des opérateurs de maintenance? C'est des chaînes de médicaments? Comment ça se passe? Donc concrètement, effectivement, c'est des opérateurs de maintenance, beaucoup de gens aussi en qualité, parce qu'on est dans une industrie où les standards, les niveaux de qualité est extrême. Donc on a vraiment, j'allais dire, l'ensemble des métiers qu'on peut retrouver dans beaucoup d'industries, avec des usines qui vont des fois de 300 personnes à plus de 2000, voire 3000 en France. Donc de grandes opportunités. Le printemps dernier, ça c'est l'étude. Vous en tirez évidemment un certain nombre de conclusions, vous les analysez et on en parle en ce moment. Quelles sont les mesures là où vous dites qu'il faut qu'on agisse, il faut qu'on aille chercher ces jeunes? Comment on fait d'ailleurs? Comment vous faites pour aller les chercher, ces jeunes? Alors, ces jeunes, de plusieurs façons, à la fois traditionnellement, j'allais dire, par le biais de nos annonces, par le biais des réseaux, mais on a souhaité en fait aussi déployer un mode un petit peu différent en allant en proximité et tout simplement en allant dans les villes, au sein des quartiers, pour aller expliquer aux jeunes comment, voilà, c'est quoi Sanofi, c'est quoi notre industrie. Faites comment? Vous posez une petite tente, une petite guérite et vous dites... Il y avait plusieurs petites tentes. Plusieurs petites tentes, j'imagine. Et là, vous allez au contact direct, quoi. Et on a appelé ça Place d'Avenir. On est allé dans à peu près 7 villes en France et on va réitérer, mais en démultipliant cette action. Et on s'est rendu compte que pour les jeunes, voilà, il faut leur expliquer, il faut qu'ils aient du visuel. À l'heure des réseaux sociaux, ça peut paraître un peu anachronique, mais je pense que c'est justement un mode hybride, les deux. Il faut savoir allier les deux. Et on faisait en direct des entretiens, du coaching et la présentation de nos métiers. Et ensuite, comment ça se passe? Alors j'imagine que vous n'avez pas une feuille comme pour l'armée, puisqu'on parlait de l'armée, où vous recrutez directement sous la tente et ils sont engagés. J'imagine qu'il y a un processus ensuite qui s'installe. Oui, tout à fait. Alors, c'était particulièrement pour les jeunes en alternance, pour leur proposer... Ça, c'est une priorité pour vous, l'alternance? C'est une priorité. On a plus de 1700 jeunes en alternance. On en a aussi plus de 300, plus de 500 même en stage. Et on a aussi ce qu'on appelle des VIE. Donc, en gros, on a plus de 2500 jeunes qui sont dans nos équipes. Et effectivement, les jeunes en alternance, il faut aller leur présenter. Et on sait qu'en faisant ce type d'opération, vous avez aussi des jeunes qui sont encore dans leur cursus et qui sont en recherche, en orientation. Et je pense qu'en leur ouvrant les portes des entreprises comme Sanofi, ça permet aussi de les aider dans leur parcours. Donc ces jeunes des quartiers, puisque vous parliez des quartiers, là vous êtes déjà un premier tableau de bord de cet effet de ces visites sur le terrain. Vous avez réussi à en recruter, issus justement de ces réunions de quartier? Oui, tout à fait. Alors, on a recruté, puisque je vous parlais du chiffre de 1700 jeunes qui sont en alternance. Donc ça, c'est vraiment directement issu de ces réunions de contact. Ces réunions, tout à fait. Et par ailleurs, on a aussi, une fois que nos jeunes sont en alternance, on a un véritable accompagnement auprès d'eux, à la fois pour qu'ils sachent davantage travailler la suite. Et bien entendu, on ne va pas recruter tous ces jeunes, on en recrute une bonne partie quand même, plus de 30%. Mais pour les autres, on va aussi les aider à construire leur CV. Et surtout, on les met en relation avec notre écosystème santé, puisqu'on a effectivement, il y a une grande attractivité quand même chez Sanofi. Donc, on les met en contact avec tous nos partenaires de santé. Soit donc ils rentrent directement chez Sanofi parce qu'ils correspondent, parce que ça match, ou alors vous leur proposez un accompagnement parce qu'ils ne sont pas tout à fait au niveau sur un certain nombre de critères. Et ensuite, ils peuvent repartir dans votre réseau, j'imagine, qui est très riche et qui est très dense. Il y a les alternants et il y a la pénurie d'emploi. Est-ce que dans votre secteur, parce que là, évidemment, ça concerne directement un jeune, une solution, est-ce que vous êtes aussi, comme tout le monde, victime d'une forme de pénurie dans certains secteurs? On a parlé de l'industrie, on a parlé des chercheurs. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous dites on n'y arrive pas? Vous êtes, j'imagine, dans la révolution numérique ou la transformation numérique, comme tout le monde. Est-ce que là, vous dites on n'y arrive pas?
Oui, alors on n'y arrive pas. Alors encore une fois, c'est tout relatif. On a la chance chez Sanofi de pouvoir offrir beaucoup d'atouts. Cela dit, il y a vraiment des métiers, des compétences que tout le monde recherche. Alors on pense à tout ce qui touche au digital, par exemple les data scientists. On sait on est tous un peu sur les mêmes profils. On a aussi tout l'univers de la biotechnologie. On sait qu'il y a une transformation très très forte, l'ARN messager. Et puis de façon traditionnelle aussi, on a des métiers où c'est toujours un petit peu difficile. Par exemple, les pharmaciens qui viennent dans nos industries. Il faut sans arrêt effectivement rechercher des pharmaciens. Pour ne citer que quelques métiers, mais il y a des métiers où il faut un peu se battre avec des concurrents de la pharma, mais de la pharmacie, de la santé, mais pas uniquement, avec d'autres grands groupes qui ont le même type de besoins. Oui, vous êtes challengé sur des secteurs qui ne sont pas des secteurs pharmaceutiques, mais qui recherchent les mêmes profils. L'année 2022, parce que vous êtes depuis 18 mois DRH de Sanofi France, donc là vous êtes vraiment pleinement dans votre poste, dans votre stratégie. On a compris l'alternance, ça c'est une priorité. L'idée c'est quoi pour vous? C'est de former ces jeunes qui prennent les peintures de guerre de l'entreprise et que vous les gardiez, parce que l'enjeu c'est de les recruter, mais c'est de les garder aussi. Oui, bien entendu. Alors, c'est de pouvoir en recruter une partie là où on a des besoins à l'avenir. C'est aussi pour un grand nombre, tout simplement, et c'est important qu'un groupe comme Sanofi s'engage par rapport à une solution dans tout simplement la compétence et l'obtention de leur diplôme. Il ne faut pas oublier que l'alternance, c'est ça aussi l'objectif. Donc, on s'attache vraiment à faire en sorte que ces jeunes constitue un vivier pour nous et soit aussi pour d'autres bien préparés dans la suite de leur parcours professionnel. Sanofi apporte donc sa contribution finalement à ces très bons chiffres de l'alternance, puisqu'on a battu des records. On a même dépassé l'Allemagne, il faut quand même le préciser, ce qui est une première en matière d'alternance. Votre année 2022 en matière de recrutement, c'est quoi? C'est quoi les postes ouverts? Combien de postes en recrutement vous avez là? Alors actuellement, on a à peu près, on sera entre 400 et 600 recrutements, et là je parle bien de recrutement en CDI, et sur ces 400... Sur l'ensemble des sites français. Sur l'ensemble des sites français, on ambitionne d'avoir au moins entre 35 et 40% de jeunes de moins de 30 ans. Alors, je ne sais pas à quel moment on est plus jeune, mais en tout cas, nous, on vise ces moins de 30 ans, parce que justement, on a aussi les gens qui ont des diplômes, enfin des études très longues, donc on a cette référence des 30 ans, des moins de 30 ans. Tiens, d'ailleurs, on va faire un débat dans quelques instants. Je ne sais pas d'ailleurs dans combien de temps exactement, mais dans quelques instants, on aura le cercle RH. Notre thème, c'est le recrutement sans CV. On a une DRH d'une très grande entreprise, Sanofi. Ça vous évoque quoi quand on évoque ce sujet, tiens, pour amorcer notre débat? Oui, bah effectivement, il y a des choses. Alors, moi, je suis d'une génération où, vous savez, on avait encore le CV papier, la lettre manuscrite. Donc, c'est vrai qu'il s'agit d'évoluer. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement aussi par les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut beaucoup s'adapter à la façon dont les jeunes maintenant communiquent. Eux-mêmes se renseignent énormément sur les entreprises. Donc, il faut qu'on réinvente un petit peu les choses. Après, lorsque vous en êtes à l'entretien à proprement dit, c'est vrai que à un moment il y a des compétences. Vous aimez bien revenir quand même sur comprendre la chronologie, le parcours, les compétences. Donc, vous êtes mitigé. En première approche, les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans les animations, dans les quartiers, là il y a quelque chose qui peut se passer, puis ensuite il faut quand même arriver aux compétences. Après, il faut quand même quelque chose d'un peu structuré, à mon sens. Merci Florence Cauvet. 400 à 600 postes CDI, sans compter les alternances. Allez donc sur Un jeune, une solution, parce que vous êtes très engagé sur ce dispositif qui a très bien marché. Merci Florence Cauvet, DRH de Sanofi France, en route pour l'alternance chez Sanofi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Voilà, vous venez d'entendre la DRH de Sanofi. Tout de suite, on fait une courte pause et on retrouve Jean-Christophe Sibéras pour un dossier prospectif, un travail gigantesque, les métiers en 2030. C'est le rapport du groupe Prospective, justement des métiers de qualification, pour essayer de savoir bien les métiers de demain, ceux qui seront en tension, et les secteurs d'activité dans lesquels il y aura beaucoup d'embauches. On en parle dans quelques instants, juste après la pause, avec notre invité. Ce sera le cercle RH. Le cercle RH est un grand entretien. On va faire de la prospective. Vous êtes peut-être en train de vous demander, avec votre fils là, qui a 20 ans, mais il faut que tu trouves une filière pour trouver le bon emploi.
On va en parler parce qu'il est question des métiers avec un S en 2030. C'est un travail très approfondi, mené d'un côté par France Stratégie et la DARES, qui sont deux institutions très sérieuses. Un travail de statistiques, de prospective, d'éléments de natalité. Et on en parle justement avec Jean-Christophe Sibéras. Bonjour Jean-Christophe. On va prendre le temps ensemble. Alors, vous venez dans le cercle des experts, là, sous votre casquette de cabinet de conseil opérationnel Newbridge. Mais là, aujourd'hui, vous venez avec l'autre casquette, France Stratégie. Vous êtes, vous, le président du comité d'orientation du groupe prospectif des métiers et qualifications, je mets le terme entier, comme ça, ça montre le sérieux de l'affaire, à l'origine des métiers de 2030, 4e exercice. Le document, qui est très détaillé, devait sortir avant le Covid, et puis vous l'avez décalé. D'abord, on va commencer, avant de rentrer dans les détails de ces métiers, où il y aura des tensions, l'industrie, le bâtiment, tous les secteurs. La méthodologie d'abord et l'esprit qui vous a animé, vous et toute l'équipe, parce qu'il faut bien imaginer que vous avez été entouré d'une équipe de gens qui ont travaillé sur les chiffres. Qu'est-ce qui vous a animé? C'est quoi l'esprit de ce document? Alors l'esprit, donc France Stratégie, c'est le successeur de ce qu'on appelait avant le commissariat au plan. Je parlais de la data tout à l'heure. Voilà. Et à quoi ça sert? Ça sert justement à donner, à voir sur du long terme. Pour les acteurs économiques du pays, les jeunes qui pensent à leur avenir, et leurs familles, les entreprises qui se disent mes emplois, mes métiers d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 ans, les demandeurs d'emploi aussi qui peuvent chercher vers où aller, pas pour trouver des solutions durables, des métiers d'avenir, et puis tous les gens qui s'occupent d'investir dans la formation. Ça peut être l'État avec l'éducation nationale, mais ça peut être aussi tous les organismes privés, voire même des investisseurs qui peuvent se dire la formation, vers où investir en matière de formation. Donc au fond, ça concerne tout le monde. Et je crois que pouvoir public et entreprise. Voilà, c'est public, privé, c'est donné à voir sur du long terme, parce que 2030, c'est quand même une certaine projection dans le temps. Moyen terme. Ça fait une dizaine d'années, un bon moyen terme. Hein. Habituellement, on est quasiment dans le moyen terme, long terme. Et c'est pour permettre aux acteurs d'avoir des éléments de repère pour pouvoir... bon, je précise tout de suite que l'étude dont on parle, elle est évidemment accessible facilement sur le site de France Stratégie. C'est gratuit, tout à chacun peut y avoir, pas que la synthèse, peut y avoir accès. Il y a l'étude complète. Il y a l'étude, parce que là, derrière ça, vous avez 87 métiers. Alors évidemment, on va peut-être pas parler des 87 aujourd'hui, mais du coup, ça donne à voir sur 87 métiers, une trentaine de secteurs professionnels. Qu'est-ce qu'on pense qui va se passer de la manière la plus raisonnable et raisonnée économiquement dans le pays. Je dirais même pour les entreprises, puisque moi je suis un DRH de métier. Je ne l'ai pas précisé, mais oui, voilà, ANPE, Renault... voilà. Et donc mon métier c'est DRH, et finalement quand vous êtes un DRH, vous avez à faire un truc qui s'appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais finalement, vous êtes dans votre entreprise, vous ne savez pas forcément ce qui va s'y passer dans 10 ans. Donc d'avoir comme ça... là, je crois que c'est la noblesse de l'État, si vous voulez, de fabriquer des... C'est à ça que ça sert, les pouvoirs publics, peut-être même les impôts qu'on verse, c'est pour financer ça, parce que ça va éviter que tout le monde fasse ses études dans son coin, et puis, séparément. Et puis s'oriente vers des filières totalement bouchées, délaissant un nombre de secteurs, on va y venir, on va les détailler, alors qu'ils ne sont pas, et vous le dites vous-même, enfin, vos équipes et vous le dites, qui ne sont pas les secteurs, on va le découvrir, les plus attractifs aujourd'hui, et peut-être qu'il faut repenser l'attractivité de ces métiers. D'abord, en termes de macro, il y a 1,8 million d'emplois, tous secteurs confondus, on est bien d'accord, qui vont être créés entre 2022 et... Alors, 1 million d'emplois vont être créés, rajoutés aux emplois existants. À peu près 30 millions de personnes travaillent en France, la population active. Donc on va se rajouter 1 million de plus. Donc c'est vrai, d'abord, bonne nouvelle, l'emploi est en train de croître. Bonne nouvelle parce que des fois on s'inquiète, on dit le digital, l'automatisation, les robots, les emplois disparaissent, ou alors les emplois vont à l'autre bout du monde, délocalisation. Non, la réponse c'est de dire l'emploi en France va augmenter d'1 million. Vous dites même, ça c'est très intéressant dans le contexte dans lequel nous sommes de campagne, mais encore plus intéressant à l'issue de cette campagne, vous dites on va réussir à toucher, grâce à ces chiffres, au chômage structurel, chose qu'on avait beaucoup de mal à faire. Alors effectivement, dans ces projections, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est 1 million d'emplois de plus les 30 millions déjà existants, finalement le chômage va baisser. Il va continuer à baisser. Déjà, il a pas mal baissé là, ces dernières temps. Peut-être à la surprise générale, 7,4%. Là, bon, là, on dit ça va passer la barre des 7, presque assurément.
voyez, sans faire de... En touchant au structurel. Et on touche à ce qui paraissait... Impossible. On disait, non, on n'y arrive pas. On a tout essayé. Voilà, on a tout essayé, etc. Ben non, on n'a pas... En fait, ce qui va se passer... Alors attendez, ça, c'est pas de dire... C'est quand on prolonge on pourrait peut-être même encore aller plus loin s'il y avait d'autres réformes. Mais là, on a pris l'état des réformes actuelles. En l'état actuel. L'état du droit, des grandes décisions publiques, le chômage baisse. Peut-être qu'il y aurait des politiques pour le faire baisser encore plus. Mais en tout état de cause, ça, c'est avec les décisions et les politiques actuelles, on atteint la barre des 7 et même on va sans doute en dessous. Je le précise à ceux qui nous regardent et qui voudront aller un peu plus loin que notre émission qui fait une vingtaine de minutes, que vous avez aussi bâti, et c'est un travail titanesque, des scénarios, on va en parler, un scénario Covid+, un scénario bas carbone, c'est-à-dire dans l'hypothèse qu'on continue à investir, quitte à perdre du PIB, parce qu'il faut investir beaucoup, et qui aboutirait avec ce scénario bas carbone, si j'ai bien lu, à 200 000 emplois de création nette d'emplois, on est d'accord? Alors ça, c'est très important. Vous savez qu'il y a des tas d'objectifs de réduction du CO2, et pour ça, ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas d'arrêter les voitures, il faut aussi investir. Il faut investir fortement. Et donc, on a une hypothèse où l'État a développé ce qu'on appelle la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, horizon 2030, et qui dit si on veut réduire le CO2 d'1,5 degré, voire 2, il va falloir investir. Et les investissements, d'abord, c'est où là, et qui sont très consommateurs de main-d'œuvre, c'est le bâtiment. Bien sûr. Dans le bâtiment, si on investit, on incite beaucoup les gens. Alors, on a commencé à le faire et on va continuer. Là, on prend les décisions qui ont été prises. Ça va créer des emplois. 200 000 emplois créés. Rénovation thermique. Voilà, notamment. La rénovation thermique du bâtiment. Et c'est pas que des ouvriers, certes qualifiés du bâtiment. On va en avoir besoin. C'est aussi des ingénieurs, c'est aussi des juristes dans le bâtiment. J'allais venir. C'est de la recherche. C'est de la recherche parce que les nouveaux matériaux nécessitent effectivement, voilà. Et il y a aussi des cadres de l'encadrement, ce qui est normal dans les entreprises du bâtiment. Ça crée 200 000 emplois de plus. Donc c'est une première variante dans notre scénario qui fait qu'au lieu de créer 1 million d'emplois, là ça fait 1,2 million. Si on fait ça. Avec le scénario bas carbone qui rajoute 200 000 emplois. Qui crée 200 000 emplois. Si j'ai bien lu votre rapport, vous pointez du doigt parce que vous êtes très précis, vos équipes et vous-même, vous dites attention, il faudra aussi repenser la mobilité et la formation des équipes, puisqu'on est un peu court en ce moment, pour être capable de pouvoir répondre à la demande de la rénovation. Parce que tout le monde en parle, on n'a pas les artisans et on n'a pas toujours l'artisan au bon endroit. Tout à fait. Alors ça c'est un gros sujet. On arrive à la question des réponses, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pense qu'on va créer 200 000 emplois que les 200 000 emplois vont être créés. On est d'accord, c'est de la prospective. Parce qu'il faut des gens. C'est ça. Et est-ce que les gens, on les aura ? On sait que dans le bâtiment de travaux publics, on a 2 sujets très importants. Petit 1, l'attractivité des métiers du bâtiment, elle n'est pas très bonne dans le bâtiment. Vous savez, il suffit de parler des quelques artisans. Parfois, il fait un peu froid l'hiver sur les chantiers du bâtiment. Ils ont du mal à recruter. C'est pas un secteur facile. En plus, c'est pas on pourrait dire qu'il faut améliorer les conditions de travail. Dans une usine, c'est plus facile. Mais sur des chantiers du bâtiment, améliorer, on va pas réchauffer la planète malheureusement. Enfin, c'est pas ça qui va changer les grands froids l'hiver. Oui. Donc, le premier sujet, c'est l'attractivité des métiers du bâtiment. Et c'est pas toujours une question d'ailleurs de rémunération. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est effectivement la formation. Là aussi, c'est les réponses. C'est encore faut-il avoir du personnel qui connaissent par exemple les nouveaux matériaux. Vous savez que je prends un exemple parce que c'est intéressant. Je l'ai, à vrai dire, vécu moi-même. Matériaux écolo. Isoler la maison. Bon, vous allez voir l'ADEME, l'agence, il y a une agence d'État sur l'environnement et qui vous donne plein d'informations sur les matériaux isolants pour votre toit, pour vos murs. Le chanvre, 1000 choses. Voilà. Et en fait, vous allez voir l'ADEME, vous ressortez avec une liste de 10 matériaux possibles, plus ou moins isolants, Sauf etc. qu'aucun artisan ne le fait. Et puis après, vous allez appeler vos artisans, lui dire non, ceux-là, je ne connais pas. Non, il n'y a que celui-là du haut, là, le truc d'avant. Laine de verre, ouais. Et donc là, il y a du boulot certainement à faire sur la formation aux nouveaux matériaux des artisans. Bien sûr. Alors, ce qui nous amène au métier, à leur attractivité, il y a 2 études qui peuvent paraître contradictoires, mais ne le sont pas. Les métiers en plus forte expansion entre 2019 et 2030, et on verra ensuite les métiers comptant le plus de postes à pourvoir, puisque vous y mettez une nuance. Oui. Dans l'ordre des métiers en plus forte expansion, on a
les ingénieurs de l'informatique. Alors ça, on l'entend chaque semaine. La tech est sous tension et ça va donc durer selon votre étude. On a les infirmiers et les sages-femmes. Sages-femmes qui étaient en grève il y a une quinzaine de jours. Les aides-soignants et aides-soignantes. Et puis on a les cadres commerciaux et technico-commerciaux parce qu'il faut vendre évidemment avec, enfin en 5e position, les aides à domicile pour les personnes âgées, mais ça peut être aussi pour la garde des enfants. Ça, c'est les métiers en forte expansion et qui viennent se superposer cette fois-ci aux métiers comptant le plus de postes à pourvoir. Et on voit, quand on calque, que ça ne ressemble pas vraiment. Parce que, dans les métiers à pourvoir, les postes à pourvoir, on a agent d'entretien, c'est-à-dire le nettoyage. 2, les enseignants, ça c'est totalement incroyable. Et les aides à domicile, là on voit qu'il y a un lien. C'est des métiers en tension, avec des postes à pourvoir. Et on voit que c'est un secteur qui est un peu en difficulté. Et puis conducteurs de véhicules, ça c'est intéressant. Les routiers, les bus, la logistique. Commençons par juste le premier item, l'informatique. Donc vous nous confirmez sur ce plateau que quand on est ingénieur informatique, on est le roi du pétrole. Jusqu'en 2030. Voilà, absolument. En fait, pour faire simple, la France, on a 3 défis. La transition digitale, métier de l'informatique. On est dedans. La transition écologique, on vient d'en parler. Et puis la transition démographique avec le grand âge et les personnes qui vont accompagner. Donc on a 3 grands défis. Et dans les 3 grands défis, ce qui est d'ailleurs assez logique, c'est là qu'on a le besoin le plus de monde. Normal. Bon, simplement... vous avez des secteurs qui sont quand même très créateurs de postes, qui vont créer. Par exemple, les ingénieurs de l'informatique, il va y avoir une création de postes par rapport à aujourd'hui, parce que le million dont on parlait tout à l'heure, le million, c'est l'édition d'un certain nombre de postes nouveaux, supplémentaires. Par exemple, plus de 100 000 ingénieurs informatiques. Donc sur ce million, on a déjà 10%, voilà. C'est l'informatique. Voilà. Et ingénieurs, donc des métiers vraiment très qualifiés. Là, il n'y a pas d'histoire. Il y a des métiers, on va le voir, où il n'y a pas beaucoup besoin de formation. Et par contre, il y a des métiers où il y a besoin de beaucoup de formation. Après, vous avez des métiers où il y a déjà des tensions qui vont se créer. Pourquoi ? Qui sont Parce qu'il y déjà a là. Beaucoup de gens qui partent en retraite. Il y a des métiers où il y a une démographie, où il y a beaucoup de gens qui partent en retraite, et pas assez de jeunes qui arrivent formés. J'ai lu un tiers, vous me dites ça va plus loin, ça peut être un tiers jusqu'à 50% de postes à pourvoir où on ne trouvera pas, où on va avoir du mal. Voilà, tel que c'est parti, on va avoir un poste sur 2 qui n'est pas pourvu, si on ne fait rien. C'est-à-dire si les politiques publiques, nous on ne propose pas de politique publique, on dit si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. En fait, une photo. Après, quand on remet ça entre les mains des pouvoirs publics, du Parlement, du gouvernement, et puis des acteurs privés de la formation, ça doit leur donner des idées sur là où il vaut mieux prioriser les choix. Jean-Christophe Sibéras, on a en 1, dans les métiers le plus de postes à pourvoir dans le scénario de référence 2019-2030, là je m'excuse, mais les agents d'entretien et les aides à domicile, je mets à l'écart les enseignants, qui est un métier en capillotage total en termes d'attractivité et d'intérêt. Mais pour agents d'entretien et aides à domicile, dans ce tableau, pas besoin de formation. Qu'est-ce que je sais que vous ne faites pas de proposition, je vous fais sortir de votre rôle, mais qu'est-ce que devraient faire les pouvoirs publics pour que ces métiers dont on sait qu'il y aura pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, si vous voulez, il y a quand même deux pistes. C'est vrai que ce n'est pas des métiers où on va exiger beaucoup de formation. L'aide à domicile, c'est aussi les personnels de ménage qu'on emploie à la maison, ce qu'on appelle les emplois à domicile, qu'on appelait avant les emplois familiaux. Bon, en général, on ne va pas chercher des grands diplômés là-dessus, on est plutôt attentif aux qualités personnelles. Ponctualité, précision, rigueur dans le travail, etc. Et puis, dans les agents d'entretien, effectivement, ces gens d'entretien, c'est souvent le nettoyage, la propreté. Les exigences se sont accrues avec le Covid. Maintenant, évidemment, en matière d'hygiène et de propreté, on demande plus de nettoyer les poignets, avant de s'occuper pas. Bon, donc tout ça, ça nécessite beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, on en est déjà dans les solutions. Si vous voulez, les agents d'entretien et les emplois à domicile, on n'a pas beaucoup de gens qui sortent des écoles pour faire ça, puisque bon. Ah non. Donc non qualifiés, c'est les emplois non qualifiés. Les emplois non qualifiés. Donc il y a deux solutions. Pendant longtemps, très honnêtement, on a eu le développement de l'emploi féminin. C'est vrai que l'emploi féminin en France, qui était 2 fois moins important qu'aujourd'hui, a beaucoup progressé. Il y a 40 ans, il a progressé, et pas mal, effectivement, sur les emplois, notamment les emplois à domicile. On a 2 sources principales. D'abord, il peut y avoir des gens qui sont demandeurs d'emploi et parfois qui ont perdu leur emploi. C'est des métiers de réinsertion professionnelle. Donc on se relance avec un métier. Il y a des personnes, surtout sur du chômage de longue durée, qui sont des gens
éloignés de l'emploi. Donc c'est des métiers très utiles à la société parce que c'est des métiers de retour à l'emploi. C'est pas forcément des métiers où on reste toute sa vie. On reste pas agent d'entretien toute sa vie. C'est une passerelle. On reste pas forcément femme de ménage comme on dit. C'est un trivialement. dépannage qui permet de se relancer. Bon, c'est utile. Il y a deuxièmement l'immigration. J'allais venir. En France, on a des chiffres qu'on donne parce qu'on prolonge l'immigration, les tendances. L'immigration, c'est quoi en France? Entre les gens qui s'en vont, parce qu'il y a des immigrés qui s'en vont, d'autres qui arrivent, on a 70 000 de plus par an de personnes. Quand on fait la balance, entrée-sortie. Voilà, entrée-sortie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le solde net, qui est positif, d'immigration. Sur les immigrés, en général, il y a 64% qui travaillent. Donc grosso modo, vous allez avoir 45 000, 50 000. Chaque année, il y a 50 000 personnes qui viennent de l'immigration. Qui apportent à l'économie. Et souvent, comme il y en a, pas tous, mais il y en a beaucoup de non qualifiés dans les immigrés, ils vont occuper les emplois ces postes-là dont nous avons besoin, et on en a grandement besoin. Regardez les agents d'entretien, on a un déficit énorme, puisqu'il n'y a personne qui va à l'école pour faire agent d'entretien, ou quasiment. Donc c'est la porte d'entrée sur le marché de l'emploi, voilà, pour notamment des immigrés. Voilà, donc quelque part, on a envie de dire l'immigration est une des solutions, en tout cas, à ces difficultés qu'on a de recruter sur ces métiers dont on le voit dans les EHPAD, on le voit évidemment pour les aides-soignantes, qui est un autre item où il y a des postes. On voit que les infirmières quittent le métier, les aides-soignantes s'en vont. Je voudrais qu'on fasse un petit focus de 30 secondes, parce qu'il nous reste peu de temps malheureusement, mais je voudrais qu'on parle de l'industrie, mais les enseignants. Enfin, c'est entre le hussard noir, le notable de la petite ville de province qui était enseignant et qui est aujourd'hui dans une situation... c'est des postes à pourvoir, ça veut dire que ce métier n'est plus attractif, on est d'accord? Alors, c'est un métier, effectivement, où il y a des questions d'attractivité. Il y a pas mal de débats sur la rémunération des enseignants, d'ailleurs, en ce moment. En même temps, on a quand même des gens qui sont toujours dans les tuyaux, mais on va avoir un déséquilibre d'environ 50 000 par an. On va manquer de 50 000... de 50 000 enseignants, pas par an sur la période. Sur la période, mais c'est énorme. Mais 50 000, si vous voulez, ça veut dire 50 000, ça veut dire d'ouvrir des écoles de formation et d'attirer des enseignants. Bien sûr. Ça, il n'y a pas d'histoire. Sinon, on va avoir des trous. Et on sait que les parents ne supportent pas les trous dans les classes. Un mot et plusieurs, parce que ça, je l'ai noté, on parle beaucoup de l'industrie, il faut relancer l'industrie, il faut aider l'industrie, Origine France Garantie, enfin bref, tous ceux qui militent pour l'industrie française. Votre rapport dit un truc très intéressant, on est stable. La proportion des emplois industriels sur l'ensemble des emplois est de 10%. Ça ne bouge pas. En revanche, on passe de 43% à 53%. Ça veut dire que l'industrie ne se dégrade pas. C'est-à-dire qu'on crée quand même de l'emploi industriel. Oui, il faut quand même intéressant. Il faut se rappeler qu'il y a 30 ou 40 ans, l'emploi industriel, c'est 20%. On est à 10%. Donc ça a diminué par 2. C'est énorme. Par rapport à d'autres pays. Mais ça ne bouge plus. Ce qui est nouveau dans notre prévision, c'est qu'on a arrêté la dégradation de l'emploi industriel dans notre pays. C'est lié à des stratégies de relocalisation en matière de pharmacie, de produits pharmaceutiques, en matière d'autonomie énergétique, et on en parle beaucoup évidemment de souveraineté, comme on va dire, l'hydrogène, les batteries, etc. Donc il y a des projets. On innove, c'est vrai. Par contre, il va y avoir des industries, ça continue à baisser. Dans la métallurgie, par exemple, on va continuer à décroître. Simplement, il y aura des compensations, il y aura de l'emploi industriel qui va se maintenir. Et je précise, il y a des emplois dans l'industrie qui vont être toujours très recherchés. Les emplois de la maintenance industrielle, les cadres, l'encadrement dans l'industrie, ça reste évidemment toujours recherché. Un dernier mot pour rassurer les parents. Il y a les métiers du juridique qui fonctionnent très très bien. Absolument. Il y a la comptabilité. Il y a quand même, dans l'esprit très français, un pays de service, où le service se porte toujours très bien, vous le confirmez. Les métiers de service. Le métier de service, c'est notamment les services aux entreprises. C'est-à-dire que les entreprises recourent de plus en plus aux services, délèguent, on appelle ça de l'extériorisation. Elles se concentrent, on va dire, sur leur métier, pour positiver, ce qui est d'ailleurs vrai. Elles se concentrent sur leur métier de base et par contre confient des métiers à des entreprises spécialisées, notamment, par exemple, des juristes, des avocats. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de réglementation. Par exemple, la transition énergétique, c'est beaucoup de réglementation. C'est du droit. Donc, il y a aussi des juristes qui viennent accompagner toutes ces transformations fort logiquement. Donc, il y a des métiers d'avenir. On bureaucratise, comme dirait Gaspard Koenig. On complexifie par le droit. C'est vrai qu'on complexifie les choses. L'objectif de l'enquête, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal. Qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'on le veuille ou non. Je précise qu'il y a une neutralité. C'est pas évidemment un document politique avec des propositions. C'est une photographie de l'instant sur cette
période, mêlant une multitude de paramètres. C'est le travail qui a été mené par les chiffres de la DARES et France Stratégie, dont vous êtes le président du comité d'orientation pour ces métiers 2030. Allez donc jeter un œil, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur des métiers en tension, les métiers de demain, on a parlé de l'informatique, et puis il y a toute une liste d'autres métiers qui sont évidemment attractifs. Merci Jean-Christophe Sibéras de nous avoir rendu visite, par ailleurs président fondateur de Newbridge, mais là vous étiez venu évidemment avec l'action de France Stratégie, avec ce rapport très détaillé sur Internet, consultable librement comme vous l'avez indiqué. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser, tiens, ça fait écho d'ailleurs à notre sujet, aux jeunes et leur rapport à leur orientation, à leur emploi, comment ils vont chercher un emploi, comment ils regardent leur futur ou leur métier. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. On va parler, alors là, exactement ce qui vient d'être dit va faire écho, évidemment, aux propos qu'on a eus dans le cercle. On va parler de la génération Covid, des jeunes, et dans leur rapport à l'emploi, de la manière dont ils se sont orientés, de la manière dont ils ont changé de route, et la manière dont ils, parfois, observent les entreprises avec des réseaux, évidemment, notamment Internet. On en parle avec Jérémy Lamery. Vous êtes directeur du pôle recherche-innovation chez Job Teaser. Et vous avez fait un doctorat d'ailleurs sur le sujet qui nous concerne. Et vous en avez tiré un livre, Les compétences du 21e siècle, édition Duno. Parce qu'en faisant ce doctorat, vous étiez exactement comme Jean-Christophe Sibéras en train d'observer les transformations, les nouveaux métiers et la manière dont on devait accompagner ces transformations. Une étude passionnante, accès à l'emploi, les attentes de la nouvelle génération des talents. D'abord, un premier constat, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une différence d'approche entre ceux qui ont fait une école de commerce et ceux qui sont à l'université. L'inquiétude n'est pas la même et le rapport à l'optimisme n'est pas le même. Ça, vous le confirmez ? Oui, je le confirme. Bonjour déjà. Ravi. Tout à fait, je le confirme. Et on peut même dire qu'il y a même une différence entre ceux qui ont fait une école d'ingénieur de commerce et après ceux de l'université. On a vraiment trois... C'est deux mondes. Hein. Enfin, ouais. On a globalement... Comment vous l'expliquez ? Les débouchés sont moins forts quand on fait un cursus universitaire et on a plus de chances d'aller là où on veut aller quand on fait une école de commerce ? Alors, je dirais pas que je dirais pas qu'on a moins de débouchés. On a des débouchés à l'université, on en a beaucoup. En revanche, je pense que c'est mieux tracé quand on est dans une école, parce qu'on est des entreprises qui recrutent dans ces écoles-là en particulier. On a le contact. On a le contact plus facile. La crise Covid qui a impacté, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, les jeunes. Les chiffres sont assez clairs. Une grande partie d'entre eux, voire plus de la moitié, disent qu'ils ont dû changer de stratégie. 54% déclarent avoir dû modifier leur projet en raison de la crise sanitaire. Et 27% d'entre eux ont prolongé leurs études, c'est-à-dire qu'ils se sont donné un an de plus. Pourquoi ? Pour laisser passer l'orage ? Alors, en fait, il y a plusieurs effets quand on va creuser un petit peu en quali cette information. C'est la troisième étude qu'on fait de ce type depuis le début de la pandémie. Donc, vous avez des analyses. On commence à avoir du recul. Et au début, en fait, on avait des stages bloqués, des choses comme ça, mais pas tant de changements fondamentaux de projet. Et plus ça avance, plus on voit que les jeunes sont vraiment sur du changement de projet. Et ça, je pense qu'il y a un réalisme un peu accru sur les débouchés. Donc on cherche de plus en plus à aller vers des filières où d'un côté on se dit il va y avoir du job et en même temps paradoxalement des filières où on a un épanouissement. Il y a aussi une forme de recherche de l'épanouissement. C'est les mêmes ou pas ? Parce que parfois on peut avoir on se dit, on vient de le voir avec Jean-Christophe Sibéras, on peut avoir des postes où on se dit là il y a du boulot, en même temps ça me donne pas le sens et j'ai envie d'aller ailleurs, mais c'est bouché. Ça corrèle pas complètement. Pas toujours en tout cas. Nos jeunes sont complexes comme les jeunes de toutes les générations, j'ai envie de dire. Mais là, c'est intéressant de voir que on a vraiment et en France particulièrement, parce que quand on mène cette étude, par exemple en Allemagne, on a des résultats qui sont beaucoup plus resserrés. Mais en France, on a une disparité très grande dans la manière dont les étudiants perçoivent leur avenir et la manière dont ils perçoivent aussi leur orientation de manière générale. Alors, je l'évoquais, 53% des étudiants en école d'ingénieur se déclarent confiants, mais 36% seulement des étudiants en cursus universitaire. Ça dit quand même quelque chose, qu'il y a quand même aujourd'hui, vous le ressentez, non pas une défiance, mais en tout cas un doute, une certaine angoisse de cette jeunesse face à leur avenir. Enfin, parce qu'on a l'impression que le monde est tout beau, tout va bien, on est presque dans le plein emploi, mais en même temps, ces jeunes, ils sont inquiets. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir que même quand ils sont entrés en poste, ils sont encore inquiets. Hein. C'est même à l'arrivée dans le premier poste. Et ça, nous, on l'attribue vraiment à ce qu'on appelle un manque de réflexivité pendant les études. La réflexivité, c'est tout le chemin qu'on va faire sur soi
pour comprendre, mieux se connaître, comprendre le marché, voir un petit peu quel lien on peut faire avec tout ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. À l'université, on nous pose assez peu ces questions. Dans les écoles de commerce, ça commence à aller un peu plus. Là, on affine un peu plus, là. Ça commence à affiner un peu plus, et pourtant, dans les universités, il y a beaucoup de travail qui est fait, mais dans une université de 20, 30, 50 000 étudiants, c'est dur de toucher tout le monde. Et donc, on a des jeunes qui sont un peu plus laissés à eux-mêmes et pour qui c'est peut-être un peu plus dur de se connaître. Il y a des enjeux énormes d'orientation. Sans dénigrer l'université aux dépens d'école, de l'alternance, parce que l'idée c'est que c'est un modèle mixte, mais on voit quand même que l'université, c'est une des critiques, est assez peu connectée, voire déconnectée du monde de l'entreprise. On sort avec une formation généraliste, mais souvent le chef d'entreprise vous dit mais moi oui, il a la tête bien faite, mais il faut que je lui apprenne le métier ou que je lui apprenne le métier. C'est ça le danger. Alors c'est en train de changer ça. C'est effectivement un reproche qu'on peut faire à l'université de peu professionnaliser les étudiants. Mais l'alternance se développe à l'université d'un côté et d'un autre côté on a maintenant les stages de césure qui sont ouverts. Exact. Qui permettent de faire une année, 6 mois. Exactement. En fait c'est jusqu'à, si je me trompe pas, c'est jusqu'à 1 an par cycle. Donc 1 an en licence, 1 an en master. Et donc ça permet potentiellement une grande professionnalisation qui permet de rivaliser avec les écoles de commerce et d'ingénieurs. Qui permet à la fois de faire des stages parfois dans des secteurs très différents ou de partir à l'étranger. Oui. Les étudiants ont répondu que près de 40% avaient dû changer leur stratégie puisqu'ils partaient à l'étranger. Ça n'a pas marché. Un mot avant de nous quitter, c'est important. Le rapport des jeunes étudiants nouveaux diplômés à l'entreprise, 54% des répondants citent la réputation de l'entreprise comme l'un des principaux critères. Moi, je pense que ça qui est très nouveau. Alors, la réputation. La réputation, mais les avis aussi. Et les avis. En fait, les jeunes, aujourd'hui, leur première source d'information sur une entreprise, ça va être les avis laissés par d'autres salariés ou d'anciens salariés sur des plateformes comme Glassdoor ou JobTeaser. Donc ça veut dire que l'offboarding, la façon dont une entreprise a pu traiter son collaborateur, qui lui-même devient ambassadeur, ou celui qui va scier la branche qu'il vient de quitter. Donc il y a un enjeu très fort pour l'entreprise là. Là, ça interroge l'entreprise. Alors onboarding, mais offboarding, mais aussi marque employeur, c'est-à-dire tous les candidats que vous recrutez pas sont susceptibles de laisser des opinions, des avis aussi sur la manière dont ils n'ont pas été recrutés. Et donc pour les entreprises, il y a un enjeu aujourd'hui extrêmement important de tenir compte de tous les canaux par lesquels ils font entrer ou sortir des personnes dans leur entreprise. Avant de nous quitter, on voit bien les enjeux là, des métiers de 2030, c'était un peu la thématique du jour. On disait à mon époque, c'était il y a longtemps, mais tout le monde va en psycho, en sociaux, tout ça est bouché, on ne peut pas fournir autant de psychologues qu'il y a d'étudiants. Est-ce que grâce à l'alternance, grâce à cette évolution, on est en train de mieux connecter finalement les formations avec le marché du travail? Est-ce que ça avance? Alors, là-dessus, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on est dans un syndrome typiquement français. Par exemple, en Angleterre, on peut avoir fait une licence de philosophie et finir trader. En France, c'est très très compliqué. Donc, au-delà du fait de rationaliser un peu les formations, se dire il y a moins de débouchés là, on en met moins, on a aussi le sujet côté employeur d'être prêt à, puisqu'on a des gens qui sont malgré tout relativement peu professionnalisés. Aller chercher sur d'autres profils. Exactement. Aller chercher des gens pour leur potentiel plus que pour ce qu'on pense qu'ils savent. D'ailleurs, ça va devenir, à mon avis, une obligation puisqu'on ne trouvera pas toujours le diplôme qui va bien. Donc, on devra aller ouvrir le recrutement. Je le vois, nous, chez JobTeaser, on recrute 200 personnes cette année. Et pour de nombreux postes, en fait, on regarde à peine le CV. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Merci Jérémy Lamry, j'aurais bien aimé vous interroger un peu plus longtemps encore. Passionnant. Allez voir cette étude JobTeaser février 2022, puis ça permet d'avoir aussi les autres pour les comparer. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes le directeur du pôle recherche et innovation chez JobTeaser. Et puis ce livre, ne le manquez pas, les compétences du 21e siècle. Oui, on a fait une thématique sur l'avenir. Voilà, qu'est-ce qui va se passer devant nous? C'est sorti chez Duno avec le Lab RH. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe évidemment qui m'accompagne. Merci à Mani pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.